Bonsoir à toutes et tous. On va pouvoir démarrer. Mesdames, Messieurs, comme de coutume, je procède à l'appel. Brigitte Jallet qui va nous rejoindre là, c'était le petit coup de fil que je passais. Yassine Bazumgoula, Catherine Girard, Christophe Lavial qui donne pouvoir à Patrick Lalande, Véronique Buridago, Frédéric Chenot qui donne pouvoir à Catherine Girard, Colette Martin-Chabert, Patrick Lalande, Franck Fradin, Maxime Villouin qui donne pouvoir au même Franck Fradin, Christophe Cizaret, Blaise Aurélien Kamenjet Chokobou qui arrive, Anne-Marie Accard, Romain Mercier qui donne pouvoir à Brigitte Jallet, Céline Roussilla qui donne pouvoir à Christophe Cizaret, Pierre-Cécile Ruffiaumonier qui donne pouvoir à Véronique Buridago, Ghislaine Hureau, Jawad Boyadine qui donne pouvoir à Colette Martin-Chabert, Léa Aubourg-de-Vergne, Jean-Claude Marino qui devrait arriver, Florence Moreau. Non, il sera Pardon. Donc Jean-Claude Marino qui donne pouvoir à Léa Aubourg-de-Vergne. Je vais rajouter sur la liste. Florence Moreau qui va arriver. Timothée Lucius, Laurence Lemay, Mehdi de la Rochefoucauld, Laurence qui donne pouvoir à moi-même, Lydie Perrin, Jean-Emmanuel Rennelier, Pascal Javois, Karine Prigent, Saad Ouarab, Jean-Noël Robin, Christine Bourret et Karine Tafouro. Je vous remercie. Merci. Le quorum est atteint. Nous allons donc du coup désigner le secrétaire de séance. Je dis le parce que le Benjamin est présent parmi nous. Monsieur Lucius. Merci. Avant de démarrer l'ordre du jour, peut-être quelques mots. On est à 2 ans d'anniversaire, donc je laisse la parole à Véronique Buridago. Merci Madame le maire. Dans une commune qui s'honore d'avoir signé la charte de la laïcité, je tiens à rappeler qu'il y aura 2 ans, dimanche, était assassiné à Conflans-Sainte-Honorine le professeur d'histoire-géographie, M. Samuel Paty, odieusement assassiné par un terroriste islamiste pour avoir accompli sa mission d'enseignement à l'école de la République. Faire partager aux jeunes générations les principes et valeurs de notre République, leur permettre d'en saisir le sens et de les vivre au quotidien, susciter l'envie d'agir en conduisant des actions citoyennes, telle était la portée ambitieuse du simple travail d'enseignant qui a coûté la vie à Samuel Paty. Notre école doit demeurer publique et laïque. Il convient de s'en souvenir et de se montrer fidèle à l'action de Samuel Paty. Merci. Il semblait important de faire ce rappel malheureux, mais non moins nécessaire. Une réflexion sera engagée pour que l'on puisse, dans le cadre des futurs aménagements, et notamment sur la ZAC du hameau, pouvoir associer son nom, pourquoi pas, au square de la laïcité. Mais nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler quand il s'agira de finaliser finalement cette dénomination et puis de pouvoir à un moment donné aussi inaugurer de façon formalisée. Oui, Madame Aubourg-de-Vergne. Merci Madame le maire. Je voudrais rebondir sur les propos de Véronique Buridago et compléter en évoquant la situation dramatique des femmes en Iran. Et notamment pour évoquer la situation de la jeune femme décédée, Mahsa Amini, pour avoir laissé dépasser ses cheveux de son hijab. Des manifestations de soutien se sont organisées depuis, et pour rendre hommage à cette jeune femme morte et apporter un soutien aux femmes en Iran,
Alors, moi, je ne me couperai pas les cheveux, mais pour autant, comme d'autres l'ont fait, pour autant, je tiens en m'exprimant ainsi, je tiens à apporter mon soutien à cette femme, à lui rendre hommage et soutenir l'ensemble de toutes ces femmes qui subissent la tyrannie de ces hommes, et au prix d'une liberté, de s'émanciper, au prix d'une liberté d'indépendance, au prix du droit au respect et du droit à être traité à l'égal des hommes. Je veux rappeler que cette liberté à laquelle aspirent toutes ces femmes aujourd'hui, je suis désolée, je lis mon petit texte, je veux rappeler que cette liberté à laquelle aspirent toutes ces femmes aujourd'hui, en 2022, devrait être une constante des valeurs d'une société quelle qu'elle soit. Force est de constater malheureusement qu'il n'en est rien au regard de l'actualité qui nous est présentée. Disposer de sa tête, de sa parole, de son corps, ne plus vouloir être sous la tutelle d'un homme ne signifie pas pour autant vouloir partir en croisade contre bien au contraire. Ce sont des raccourcis dont certains se saisissent pour interpréter la religion comme réponse sur leur pouvoir et leur domination à leur égard. Si ce n'était pas si tragique, je m'autoriserais une petite note d'humour en leur conseillant non seulement de lire et surtout de ne pas sauter les lignes. Je veux rappeler que cette tragique actualité peut se retrouver noyée dans les préoccupations qui sont les nôtres en ce moment, à savoir la Covid, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, la pénurie de carburant. Mais soyons plus que jamais vigilants à ce qui se passe en Iran, car la radicalisation de certains jeunes, garçons comme filles, les atteintes à la laïcité en hausse à l'école participent insidieusement dans notre République démocratique à cette oppression des femmes et à la mise en péril de leurs droits qu'on pensait acquis par ailleurs. Merci. Merci à vous pour vos expressions, dont je le disais, il est indispensable régulièrement, en tout cas au sein de nos instances, de rappeler les fondamentaux de notre République et les valeurs auxquelles, évidemment, nous croyons et qui sont celles de la nation. On va pouvoir du coup démarrer l'ordre du jour. Le premier point étant donc l'approbation, en tout cas l'adoption du procès-verbal donc de la séance du 23 septembre. Rappeler effectivement que jusqu'à présent, on en a échangé. Monsieur Renelier, vous êtes régulièrement intervenu en ce sens. Rappeler que précédemment, l'article donc L21-21-23 du Code général des collectivités territoriales n'était pas forcément très précis, et ce qui nous avait effectivement permis d'arrêter la retranscription littéraire des débats. Un nouvel article est maintenant plus détaillé, et nous avons donc aujourd'hui le procès-verbal de la séance du 23 septembre à approuver, où on retrouve la teneur des discussions et des échanges de la séance précédente. Voilà. Est-ce qu'il y a du coup des remarques ou des questions ? Donc, je soumets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant étant donc la restructuration et l'extension du groupe scolaire Louis Galwedec avec l'approbation du programme de l'opération. Et je laisse la parole à Monsieur Bazoum-Goula. Merci Madame le maire. Nous avons eu, lors du conseil municipal du 27 juin dernier, à approuver le pré-programme sur l'approbation, sur la restructuration et l'extension du groupe scolaire Louis Galwedec. Il s'agit dans ce projet de délibération. Ah oui, d'accord, merci Franck. Ouais. Je ne vois pas très bien en plus, bon, c'est pas grave. Donc ce projet de délibération donc, fait suite à celui que l'on a adopté le 27 juin dernier et porte donc sur cette fois-ci l'approbation du programme. Je ne vais pas revenir sur la restructuration de la situation et la restructuration de l'école en elle-même. Alors, la première diapo, elle montre donc la situation
Elle montre donc la situation effectivement de l'école Galwedec et sur la commune et les bâtiments donc qui sont concernés. Alors moi je vois pas grand chose là, c'est pas. Ouais. Non. Non, mais Bon. déroule. Ouais, l'idée très honnêtement. Bon, l'idée c'est de dire effectivement que on a acté qu'il fallait reconsidérer l'école Galwedec pour faire en sorte que on puisse répondre à différents enjeux, aussi bien des enjeux démographiques, fonctionnels, techniques et environnementaux. En ce qui concerne donc la situation donc de très bien, parfait, merci. Qui est affichée sur la diapo, excusez-moi. Elle donc situe les différents bâtiments. On a le bâtiment A, le bâtiment de l'école maternelle, qui existe depuis les années 1800. Hein. C'est une école, comme vous le savez, comme j'ai eu déjà l'occasion de le présenter lors de l'approbation du pré-programme qui comporte plusieurs tranches, dont les premières remontent depuis les années 1800. Le bâtiment B en lui-même a été construit dans les années 1933 et ont été rajoutés progressivement différents bâtiments, dont le plus récent, c'est le bâtiment de restauration qui a maintenant une vingtaine d'années. L'idée donc dans la restructuration de ce groupe, c'est de pouvoir effectivement retrouver un bâtiment qui soit plus fonctionnel et qui permette, j'allais dire, aux enfants et au personnel éducatif de pouvoir exercer j'allais dire, en toute sécurité, de sécuriser les accès de l'école, de mutualiser certains espaces en fonction bien évidemment des effectifs, et de pouvoir optimiser l'utilisation des locaux, y compris en période hors scolaire, et permettre également, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas, l'accueil des personnes à mobilité réduite, et de l'autre côté d'ouvrir, dans la mesure du possible, l'école vers le parc qui est limitrophe. Au niveau des enjeux techniques et environnementaux, l'idée c'est bien évidemment de faire en sorte que les bâtiments puissent être aux normes acoustiques et aux normes thermiques actuelles. On part également là sur l'idée de la création d'une cour oasis, faciliter la maintenance des bâtiments en optimisant bien évidemment les coûts d'entretien, parce que les bâtiments étant pour certains d'entre eux maintenant très obsolètes, ils génèrent des coûts d'entretien très élevés. Au niveau des enjeux techniques et environnementaux, il convient de noter également que la restructuration s'effectue dans une démarche d'éco-construction avec comme objectif l'utilisation des énergies renouvelables. On pense à la géothermie et aux panneaux solaires si cela est possible. On essaiera dans la mesure du possible d'utiliser des matériaux biosourcés avec comme objectif, bien évidemment, viser la sobriété énergétique. Dans le document qui est joint dans la ressource, il est indiqué les objectifs en termes financiers et techniques dans le document annexe que je ne vais pas relire, mais on peut défiler effectivement, Franck, les diapos suivantes. Juste pour signaler effectivement que le contexte inflationniste actuel et l'incertitude financière qui pèse donc induit une exigence quant au choix qui sera effectivement retenu. Bon, on s'appuie sur le groupement Nartex que nous avions retenu, qui travaille avec nous depuis un petit moment dans les différentes phases. Et comme j'ai eu à l'indiquer par le passé lors de la présentation du pré-programme, on était parti sur non seulement la rénovation de 9 classes, mais on imaginait également bien évidemment l'extension pour pouvoir passer à 10 voire 11 classes. Hein.
Alors, sur le plan purement financier, le coût prévisionnel du projet est estimé aujourd'hui à 6 millions d'euros hors taxes, dont 4 300 000 de travaux en tant que tels. Le reste, bien évidemment, ce sont les études, ce sont les aspects modulaires, le cas échéant. Il est indiqué par la suite, donc, dans le projet de délibération, les différentes étapes qui vont venir, parce que très rapidement, on va enclencher la procédure donc, de positionnement des différents groupes d'architectes qui pourront se positionner sur le projet. On aura donc à retenir 3 candidats dans la phase de concours qui va démarrer là à la fin de l'année 2022 et avec l'espoir qu'au plus tard, au second semestre de 2023, on puisse retenir le lauréat du concours et ensuite seulement notifier au cours du 3e et 4e trimestre 2024 l'achat et les marchés de travaux, et on envisage éventuellement des travaux qui s'étaleront sur une durée de 20 mois entre 2025 et septembre 2026. Il y a d'ailleurs en fait dans le document qui est transmis une petite coquille, puisqu'il était indiqué que la livraison du document serait pour septembre 2025. Non, c'est bien septembre 2026. Ah, c'était corrigé? Très bien, merci. Et donc, après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme de restructuration et d'extension du groupe scolaire Louis Gallouédec, donc d'approuver également l'enveloppe financière prévisionnelle de cette opération pour un montant de 6 millions d'euros hors taxes, et cette dépense sera imputée au chapitre 23 du budget. Merci, Monsieur Bazungoula. Alors, vous l'avez vu dans le document programmatique. Et puis, pour compléter les propos, on est sur un des projets majeurs du mandat. Je ne vais pas dire qu'il est de coutume, mais en tout cas, sur les précédents, il y a eu à chaque fois une école de construite ou de restructurée. Anne Frank, dernièrement Jean Zay, là ce sera effectivement Louis Gallouédec. Ça répond en tout cas clairement à ce que l'on porte de l'éducation comme une priorité, comme la priorité, et la nécessité de pouvoir continuellement adapter nos structures et nos bâtiments scolaires à l'évolution de la ville et aux pratiques éducatives et de nos professionnels aussi municipaux. Voilà, c'était indiqué, on l'avait déjà évoqué en juin, l'école Gallouédec. Vous avez d'ailleurs dans le document l'organisation actuelle des salles. On voit bien que l'imbrication et ce qui s'est construit au fil des années ne répond plus aux besoins actuels et de fonctionnement d'une école aujourd'hui. Donc il est nécessaire de venir retravailler l'organisation des espaces en interne et puis de faire un peu, le ménage sur tous les bâtiments, mais vous connaissez aussi cette école de tous les bâtiments qui se sont, M. Bazungoula le disait, se sont ajoutés, compilés au fil des années. École historique de la commune, on l'évoquait aussi en juin dernier, c'est un patrimoine communal que l'on souhaite évidemment conserver. Il est possible de venir restructurer, de venir améliorer le fonctionnement de l'école tout en gardant son caractère. L'objectif, au-delà des enjeux qui ont été rappelés par M. Bazungoula, c'est aussi de pouvoir retravailler la visibilité au-delà de la montée et l'opportunité d'augmenter le nombre de classes et donc dans les années à venir d'être en capacité d'accueillir plus d'élèves, puisque vous l'avez vu, ce sera 9 classes, mais avec, c'est ce qui sera demandé dans la phase concours, des perspectives pour pouvoir
amener des classes supplémentaires. Donc ça, il faudra qu'on ait des propositions dans la phase concours qui nous permettent derrière de pouvoir faire évoluer l'école, mais aussi de rationaliser les espaces en conservant le parc de la Pomme de Pin qui doit rester tel qu'il est parce que, on le dit souvent ici, il y a une nécessité d'équilibre entre l'urbain et le végétal, et cet espace de parc de la Pomme de Pin sert aussi beaucoup à l'école. Donc il y a eu ce souhait d'ouvrir aussi l'école plus qu'elle ne l'est actuellement vers le parc de la Pomme de Pin et de pouvoir retravailler la cour centrale également. Même s'il y a quelques arbres, on a quand même une cour très minérale sur cette école-là, et donc de venir travailler une végétalisation. Et également, on connaît les difficultés qu'il y a pour les parents à accéder à l'école. On a une rue qui est très contrainte. La grille est quasiment sur la rue, ça pose des soucis de stationnement de bus également. Voilà. Et puis, je ne peux évoquer en tout cas les difficultés que l'on a aussi sur ce secteur-là de sécurité. Donc il y a une volonté, et c'est en tout cas indiqué dans le plan d'orientation, hein. Évidemment, ce n'est pas contractuel. Vous aurez compris dans ce que disait M. Bazumgoula qu'on va rentrer dans une phase concours et que les architectes vont nous faire des propositions. Là, on a un plan d'orientation. Peut-être qu'ils nous proposeront une organisation tout à fait différente. C'est leur métier. Mais avec cette volonté d'ouvrir vraiment l'école, de pouvoir avoir un parvis qui permette en tout cas aux parents, aux enfants d'attendre pour d'avoir un espace d'attente plus sécurisé aussi devant l'école. Évidemment, dans un budget que l'on a clairement posé, contraint, malgré ce que l'on sait de l'augmentation des coûts. Donc voilà, ça sera tout le challenge de pouvoir restructurer avec les orientations qui sont posées là, de pouvoir aboutir à une restructuration plus fonctionnelle de l'école. Alors évidemment, au-delà de l'approbation du programme aujourd'hui, et de la phase concours qui va arriver très, très prochainement, derrière, il y aura encore un travail, évidemment, de concertation avec les occupants, voilà, avec l'éducation nationale, avec les agents de la ville. C'est ce qui se passe à chaque fois pour affiner, une fois qu'on aura choisi, effectivement, le candidat qu'on aura désigné. Il y aura derrière un travail fin pour rentrer là, pour le coup, dans le détail de chaque classe, placard par placard, etc., les désirata des enseignants et les besoins de nos personnels. Voilà, donc là, c'est un moment important, voilà, qui donne évidemment les grandes orientations pour la phase concours. Et puis derrière, évidemment, il y a encore du temps administratif et du temps de définition de travail plus fin sur les différents espaces avant le premier coup de pelle qui ne sera pas effectivement en 2023, mais plutôt 2025. Voilà. Voilà dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a d'autres expressions ? Oui, monsieur de la Fournière. Franck, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir page 36 ? Non, c'est pas comme ça. Non, mais, c'est pas comme ça. Alors, je vais le faire... C'est le plan d'orientation. Voilà. Ceux qui suivent sur l'ordinateur, si vous voulez bien, venez page 36. C'est pas facile de parler derrière Madame le maire ou derrière l'adjoint aux affaires scolaires, mais c'est un ancien élève de l'école Galaudet qui parle, donc je la connais extrêmement bien, puis j'habite le quartier. Je salue dans le public un DDEN qui a siégé, me semble-t-il, quelques années à l'école Galaudet aussi. Je sais que tu connais l'école. Alors, il y a des scoops, au-delà de ce qui a été dit, il y a des scoops sur ce que l'école va devenir. C'est comme ça que j'avais essayé d'assurer la présentation lors de la commission, parce que M. Bazumgoula ne pouvait être là. Le scoop majeur, c'est peut-être l'inversion maternelle élémentaire, c'est-à-dire que dans le bâtiment noble, dans le bâtiment le plus ancien, l'école élémentaire va prendre ses quartiers,
avec un étage. On peut considérer que c'est plus facile pour des enfants d'âge élémentaire d'accéder à un étage que des petits bouts de maternelle. Sur le plan, vous voyez aussi que la chapelle existante redevient une bibliothèque, c'est pas anodin, mais donc on préserve le bâti noble existant, en commençant par le toit sans doute, et puis en descendant pour réorganiser, comme le disait Madame le maire à l'instant, tous les petits bouts de coins qui facilitaient pas la tâche. Alors si on installe les élémentaires au sud, on installe les maternelles au nord. Ça, c'est le deuxième scoop, si vous m'autorisez l'expression, avec, comme vous le voyez sur le plan, un couloir de circulation extérieur, un couloir qui longe le bâti, aussi bien le bâti maternel que le bâti élémentaire. Alors ça va faciliter considérablement les choses, puisque les enfants pourront circuler à l'abri, non pas au sein du bâtiment, mais le long du bâtiment, sans gêner les salles de repos, je suis là avec les maternelles sous les yeux, ni les salles de classe, et rejoindre la salle de motricité. Troisième modification extrêmement importante, c'est la disparition du zénith, puisque tout le monde, ou presque, sait ici que le zénith, c'était la salle qui servait à tout et à rien dans l'école, et en particulier au vote. Vous êtes nombreux ici à avoir siégé au bureau de vote. Alors, sur les plans aujourd'hui, on ne sait pas encore où figurera le bureau de vote, mais enfin, on est bien sûr qu'il figurera quelque part. Le bâtiment central, entre la maternelle et l'élémentaire, est un bâtiment neuf. Donc viendra là la salle de motricité, la salle périscolaire et puis les 2 salles de restauration, avec toujours dans l'ordre des scoops une livraison beaucoup plus facile pour les services de la ville ou encore les services du Circo, puisque les camions du Circo pourront rentrer directement sur le faubourg, accéder par derrière, sans circulation d'enfants aucune. Le scoop qui n'en est pas un, c'est l'inversion des cours, la cour maternelle et la cour élémentaire, ça j'y reviens pas. Et puis l'un des scoops peut-être majeurs, au travers de tout ce qui vient d'être dit, c'est la notion de parvis. Vous voyez, sur le côté ouest de l'école, là il y a un parvis très important, 300 mètres carrés, qui va permettre aux familles d'accéder à l'école beaucoup plus facilement, qui va permettre aux familles d'accéder, mais aussi d'attendre les enfants le soir, en lieu et place de ce qui est aujourd'hui une courette qui ne sert à rien, et 2 petits garages souterrains donc, qui seront abandonnés pour permettre cet espace et un visuel intéressant pour l'école accueillante. Voilà. Le 5e scoop peut-être pour les plus observateurs, parce que je l'ai dit en commission, c'est la disparition du restaurant scolaire qui est le bâtiment le plus récent, mais il nous semblait plus opportun de le remettre dans l'enceinte de l'école. Et donc s'il disparaît, c'est parce que les espaces sont toujours insuffisants au niveau du parc de la Pomme de Pin, en particulier les espaces de stationnement pour tous les personnels de la ville, que ce soit les enseignants ne sont pas les personnels de la ville, pardon, mais ils viennent travailler au sein du bâti, et puis les personnels territoriaux, les ATSEM, les animateurs, le personnel de restauration. Voilà, donc ça doit aider à gagner en cohérence, sans interdire l'accès au parc, qui est une forme de poumon vert quand on travaille dans cette école, que ce soit sur les temps périscolaires ou sur les temps scolaires. Voilà, je voulais me permettre ces quelques ajouts. Merci pour ces précisions. Monsieur Renelier ? Merci Madame le maire. Merci Monsieur de la Fournière, parce que vous avez été effectivement très dans le détail sur l'ensemble des fonctionnalités dans la commission. Je me permets de rajouter qu'il y a aussi du côté Est l'accessibilité qui permet de desservir l'ensemble des services dont vous aviez parlé dans la commission, vous n'avez pas rappelé ce soir. Alors, par contre, on n'a toujours pas une idée correcte actuellement des prix. Alors, on a bien compris que c'était peut-être un peu tôt, mais on a déjà, dans ce qui a été dit dans la commission, le fait que les bâtiments toute la partie structure, la partie toiture ne sera pas reprise. Donc, c'est un coût qui est évité, qui est très important, qui représente de 30 à 40% du coût de réaménagement d'un bâtiment. Donc, si on fait le ratio tout simplement du coût global sur le nombre de classes ou même simplement au nombre de mètres carrés construits, on est sur un prix qui est vraiment dispendieux
aujourd'hui, je ne suis pas contre le projet. Il est clair que cette école mérite d'être réhabilitée pour plein de raisons. Mais je pense que le prix aujourd'hui qui est mis est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité des travaux tels que j'ai pu les comprendre dans chacune des commissions, Madame le maire. Alors, le montant des travaux, il n'est pas sorti du chapeau. Si on se fait accompagner par un cabinet, c'est bien pour préciser ces éléments-là. Et il y a eu un travail très précis, justement, sur les ratios par des professionnels qui ont l'habitude de travailler sur d'autres projets, évidemment, que celui-ci. Et on a d'ailleurs fait diminuer l'enveloppe parce que les premiers chiffrages qui nous étaient proposés, qui ne sont pas ceux-là, d'ailleurs, étaient bien au-delà. Et je rejoins ce que vous indiquez, qui nous paraissait pour le coup disproportionné par rapport aux attendus que l'on pose. Sur le montant, là des travaux, alors on est sur une intention posée par la ville et avec des ratios de prix au mètre carré, avec des attendus spécifiques. Mais il y a aussi dans le coût tout ce qui n'est pas forcément relatif aux travaux propres, mais aussi à la gestion du chantier. Dans l'enveloppe budgétaire, il y a aussi, là pour le coup, une estimation sur le coût des modulaires, parce qu'on va devoir faire des travaux en site occupé, et ça va nécessiter du coup de déplacer les enfants le temps des travaux. Et là, on a effectivement une évaluation à 350 000 €. Mais là, voilà, on n'en est pas complètement certain aujourd'hui. Mais on va voir dans la phase concours et puis après, au-delà de la phase concours, quand on viendra évidemment aller chercher les différentes entreprises et qu'on lancera effectivement les marchés d'appel d'offres, on verra effectivement. Alors, l'expérience fait dire malheureusement qu'on a souvent, malheureusement, des augmentations de tarifs au moment où on ouvre les plis. J'ose espérer que non. Et sinon, de toute manière, sur certains lots, on relancera, mais comme on le fait sur d'autres projets, et comme ça a été le cas précédemment sur d'autres projets, si l'on considère effectivement que les offres sont anormalement hautes par rapport au prix du marché à ce moment-là. Vous voyez que de toute façon, les travaux ne démarreraient finalement que dans 2 ans. Donc on n'est pas encore aujourd'hui, avec toutes les incertitudes que j'évoquais tout à l'heure, voilà, c'est devant nous. On essaye, nous, c'est ce qui a été fait, d'indiquer au cabinet qu'il y avait des montants et qu'il fallait qu'il travaille sur ces montants-là, en tout cas, qui nous semblent, nous, être raisonnables par rapport au projet. Pour rappeler les montants des projets précédents, on était dans ces fourchettes-là. Anne Frank, on était à plus de 7 millions d'euros sur le projet, et sur Jean Zay, qui était une restructuration, on était in fine à 6 millions, ce qui n'était pas pour le coup au départ prévu, mais compte tenu des travaux qui se sont imposés à nous. Donc voilà, on est là sur une nouvelle école, finalement, dans les mêmes proportions que ce que l'on a connu sur les deux précédentes écoles. Sur d'autres communes, il est sorti des budgets au double de ce qu'on présente ce soir dans le cadre du programme, au moment où évidemment où les coûts ont été questionnés par le cabinet. On est évidemment à chaque fois au tenté, en sachant qu'il y a probablement, de toute manière, il y aura probablement des ajustements que l'on souhaite évidemment limiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, écoutez, merci. On va donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Ensuite, donc, on a à prendre acte du rapport d'activité du CIRCO. Et je donne la parole à Monsieur de la Fournière. Merci Madame le maire. J'essaie de reproduire les propos tenus
lors de la commission. C'est un exercice difficile que de retourner en arrière comme ça plus d'un an, puisque c'est le rapport 2021 et nous sommes fin 2022. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Tout est dit ou presque, page 2, par le mot du modeste président qui vous parle là ce soir, le président du syndicat intercommunal, qui dit syndicat intercommunal dit aventure collective. C'est-à-dire 4 communes que je tiens à rappeler parce qu'elles ne font pas toutes la même taille et puis elles font partie de l'aventure depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes à 4 jours près au 9e anniversaire du CIRCO, de la mise en route de ce syndicat. Ce mois, si je vais par ordre de taille, La Chapelle, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-de-Bray en 2021, les 4 communes qui participent à l'aventure. En lien avec la présentation de ce rapport d'activité, là, je soulignerai la volonté forte, autant humaine que politique, d'associer les agents de production, bien sûr, mais aussi les agents des 4 communes concernées, puisque chaque commune a son organisation, et ça c'est un constat, bien sûr. Chaque commune a choisi son mode d'organisation, mais la première présentation de ce rapport d'activité a été faite en invitant tous les agents qui souhaitaient être là, les agents de production, mais aussi les agents concernés des 4 communes. Donc nous étions une bonne 50aine de personnes dans la verrière de la salle des fêtes, et comme pour rappeler l'importance que peut avoir ce syndicat pour nous. Alors, 2021, c'est l'actualité qui nous gouverne. À l'époque, là, c'est la crise sanitaire, hein, il faut savoir s'en rappeler, un contexte bien délicat, puisque le CIRCO ne vit que de ses recettes, bien sûr, et les seules recettes sont la vente des repas. Donc quand la restauration scolaire ne permet pas de faire manger les commensaux, eh bien les recettes diminuent, et c'est dit un peu plus loin sur le mot là. Merci aux 4 communes qui ont contribué à l'époque contribuer à finir l'exercice. Le travail engagé, il est sur les objectifs de la loi Egalim. Alors là aussi, les objectifs sont très ambitieux, tant sur la part du bio et des produits de haute qualité que sur l'abandon progressif du plastique. Le travail est aujourd'hui en cours, il l'était déjà en 2021. Il y a des tendances qui se dégagent, mais c'est peut-être un peu tôt pour en parler. En tout cas, on ne peut pas en parler en 2021. En 2021, comme le dit le message, là, la part de bio augmente déjà, elle est aujourd'hui plus forte, je peux me permettre de dire ça. Et puis, un lourd travail a été mené par la nouvelle direction du syndicat par rapport à l'entretien du bâti et surtout toutes les questions de maintenance, puisque par rapport aux règles du froid et d'hygiène, ça nécessite une régularité d'entretien et de maintenance, je me répète. Côté financier, on l'a déjà dit. Les 4 communes, peut-être saluer ici, parce que c'est le conseil municipal de Saint-Jean-de-Bray ce soir, que au sein de cette assemblée, il y a une déléguée à la restauration collective avec qui on travaille au plus proche, Anne-Marie Accard, qui travaille de concert dans son pôle auprès de son adjoint préféré, en l'occurrence Yassine Bazangoula, et que ça donne de la cohérence à l'action de la ville de Saint-Jean-de-Bray au sein du dispositif CIRCO ou CIVU, puisque ça signifie la même chose. Le CIRCO, c'est le nom donné au CIVU, qui est le CIRCO. Voilà. Enfin, on salue l'engagement. Alors, je peux rentrer dans des détails beaucoup plus techniques, mais on espère, là maintenant en 2022, on espère 2 ou 3 perspectives plus agréables, c'est-à-dire que les tendances, les prévisions d'effectifs soient tenues pour ne pas mettre en péril l'édifice, que la qualité continue à être au rendez-vous. Les échos qu'on peut avoir du terrain, bon sang qu'ils sont importants, hein, c'est-à-dire les prises de contact qu'on peut avoir au sein des écoles et ce que les enfants mangent. Les enfants sont mis à contribution par rapport à une évaluation qui n'est qu'une évaluation enfantine, bien sûr, parce que les frites gagneront toujours, mais servir des frites en liaison froide, c'est pas très facile, mais on essaie d'encourager la variété, le goût, l'initiation au goût, ça fait partie de nos objectifs propres, bien entendu,
Et puis, chaque soir, quand les parents récupèrent l'enfant à l'école, qu'as-tu mangé? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Est-ce que c'est des éternelles questions qui peuvent se poser. On a eu un débat en lien lors de la commission, un débat très intéressant. Je prends à partie M. Ranelier, mais où on a, sans divaguer, on a évoqué la qualité des menus qui étaient servis, mais aussi la règle installée du quotient familial, et donc du coup demander aux parents qui inscrivent les enfants à la cantine, comme on dit, mais on dit restauration scolaire aujourd'hui. Je profite d'avoir la parole pour saluer l'investissement collectif, parce que tant les ATSEM au niveau des maternelles que les équipes d'animation, que tous les agents de restauration, c'est une transversalité obligée pour tendre aussi à une qualité de vie pendant la prise du repas. Ce n'est pas seulement le contenu de l'assiette, c'est aussi 2 heures de pause qui sont installées à Saint-Jean-de-Bray depuis très longtemps. Donc le temps à table, il n'est pas de 2 heures, mais pendant 2 heures, il se passe bien des choses. C'est pour ça que je pense à tous les personnels concernés. Voilà, alors je veux bien en dire plus sur tel ou tel aspect, mais c'est peut-être en fonction des questions qui vont être posées. Merci. Donc, oui, Madame Martin Chabert. Je voudrais, sans flagornerie, dire que pour siéger, mais en tant que suppléante au sein du CIRCO, j'y trouve un réel intérêt avec la présidence de M. de la Fournière, où on a retrouvé avec les vice-présidents des implications des personnes pour l'animation, pour la qualité des menus, alors j'associe Anne-Marie Accard bien sûr aussi à cela. Rappelez, j'ai eu l'occasion d'en parler justement au dernier comité syndical, que le choix qui avait été fait au départ de conserver une régie municipale puis une régie intercommunale en créant le CIRCO faisait que la démarche des collectivités qui adhèrent au CIRCO, c'est bien pas simplement d'acheter des repas et de demander une prestation de service, mais de s'impliquer dans tout ce qui touche à la restauration des enfants, à l'animation autour des repas et à l'éducation, etc. Enfin bon, il n'y a pas que prendre son repas, il y a aussi toute une éducation qui se passe dans ces moments-là. Et vraiment, on le retrouve bien dans ce qui est présenté, indépendamment des questions financières, bien sûr, dans les comités syndicaux. Voilà. Et aussi, j'ajouterais que depuis 2 ans, on a de très beaux rapports d'activité qui sont vraiment intéressants dans leur présentation et la façon dont ils nous sont analysés. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Monsieur Renelier? Merci bien. Alors effectivement, on a une discussion très intéressante sur l'ensemble des tarifs appliqués aux usagers. Ce qui serait intéressant, c'est de l'associer aussi aux tarifs tels qu'on l'a fait dans l'état des décisions derrière, à la fin du conseil municipal, où il y a les tarifs qui sont appliqués aux familles. Donc, comme certaines familles me disaient qu'ils trouvaient que les tarifs étaient chers, on a vu cette discussion en conseil. Et j'ai creusé un tout petit peu plus loin, je suis regardé des communes alentours. Et par exemple, sur le coefficient G, nous faisons payer 1,57 € quand d'autres font payer 0,56 €. Nous faisons payer pour le coefficient A2 4,02 € quand d'autres communes font payer 2,67 €. Donc je pense qu'il faut qu'on creuse pour voir ce que l'on fait, pourquoi. Les coefficients qui vont de A2 à A5 sont nombreux dans d'autres communes et très faibles dans notre commune. Donc les règles de répartition ne sont pas du tout les mêmes. Et ce qui justifie tout à fait les remarques des Abrésiens sur le fait qu'ils trouvent certains tarifs élevés, parce qu'effectivement, ils comparent par rapport aux communes à des communes proches. Voilà. Donc je pense que ce sujet nécessite de continuer un travail. Et je ne dis pas que le tarif n'est pas le bon. Je dis que ce travail a besoin d'une explication auprès des Abrésiens sur le coût et pourquoi on a ces différences tarifaires. Oui, je réponds, et puis après, Monsieur Lucius. Alors, on est en dehors, évidemment, là, du rapport d'activité du CIRCO, hein, parce que
le CIRCO n'applique pas et ne gère pas la tarification auprès des familles. Vous l'aurez compris dans ce qui avait été présenté, chaque commune garde la maîtrise. Autant il y a un tarif identique pour l'ensemble des communes membres qui achètent les repas au CIRCO, autant les communes gardent la maîtrise de la tarification qu'elles appliquent effectivement aux familles. Je pense que vous n'avez pas forcément comparé avec toutes les communes de la métropole. Chaque commune, effectivement, a fait le choix de la répartition des quotients. À Saint-Jean-de-Bray, on en a, pour le coup, particulièrement beaucoup, comparativement à d'autres communes où il y a parfois qu'un tarif, où parfois il n'y en a que 3. Et c'est un choix volontaire. Et s'il y a plusieurs tranches dans les A, c'est parce que justement, même pour les familles qui ne bénéficient pas finalement du quotient CAF, parce qu'il y en a, on a permis en tout cas qu'il y ait un tarif différencié. Cette tarification, évidemment, elle est posée maintenant comme ça depuis quelques années, mais bien entendu, on se laisse la possibilité de revoir parce que le contexte national évolue, que la situation des familles évolue aussi. Pour autant, et ça restera à Saint-Jean-de-Bray, en tout cas pour l'équipe municipale en place, il ne nous semble pas déraisonnable d'appliquer le tarif tel qu'on l'applique aujourd'hui, maximal, aux familles qui ont le plus de revenus. Quand on voit que le coût de la pause méridienne est à 13 €, on pourrait être poussé quasiment plus en disant, après tout, ce service-là qui n'est pas un service obligatoire, qui est une proposition et donc un service facultatif, on pourrait tout à fait faire le choix de dire les familles payent finalement ce que ça coûte réellement à la collectivité. Sur le temps de pause méridienne, il y a évidemment l'achat du plateau repas au CIRCO, mais il y a les fluides, il y a les salaires des agents qui encadrent les enfants et qui proposent des animations sur Saint-Jean-de-Bray. Ce n'est pas forcément le cas non plus dans toutes les collectivités. Et ce qui indique aussi que chaque collectivité répertorie en fait le tarif qui lui semble finalement le plus juste au regard de sa politique et de ce que lui coûte finalement le service sur la pause méridienne. Donc de toute façon, compte tenu du contexte, on en a parlé le mois dernier, il y a des réflexions sur toute la politique de tarification sur la ville, dont la restauration scolaire. Donc voilà, il y aura sans doute des modifications des tarifs qui sont proposés, restauration, mais pas que. Monsieur Lucius. Madame le maire, donc je vais pas dire grand-chose de plus que ce que vous avez dit. Néanmoins, toutefois, quand même 2-3 petites choses. La première, c'est sur les tarifs que vous avez donnés. Il ne me semble pas que ce soit la même commune à chaque fois que vous ayez cité. Il ne faudrait pas non plus croire que celles qui appliquent les tarifs les plus bas et sur le premier échelon sont aussi celles qui appliquent forcément les plus bas et sur le dernier échelon. Il s'agit quand même de comparer avec des villes qui sont aussi les mêmes. Il ne faudrait pas manipuler les chiffres. Deuxième point, il me semble que c'est important de le dire, le repas du midi dans les écoles, c'est pas que le repas. Il y a aussi toutes les activités et ça a un coût qui est assez important, vous l'avez rappelé. Puis le troisième point, il est peut-être un peu plus personnel, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais dire que j'étais assez fier qu'à Saint-Jean-de-Bray, on propose des tarifs sociaux parce qu'on le voit, un certain nombre d'Avrésiens, quand ils passent au collège, on est dans un département qui a fait le choix et c'était une proposition qu'on avait renouvelée un certain nombre de fois au cours de moments qu'on a partagés ensemble avec Madame le maire et un certain nombre d'entre nous. On s'était opposé à cette idée qu'il y ait un tarif unique à la cantine. Ce n'était pas le cas de tous les Avrésiens, y compris pendant la campagne départementale. Mais je tiens à rappeler que nous étions opposés à cette idée du tarif unique parce qu'on voit qu'un certain nombre d'Avrésiens, une fois qu'ils ont fini la scolarité à Saint-Jean-de-Bray, passent ou restent à Saint-Jean-de-Bray, mais dans un établissement géré par le département, et ne sont plus en mesure de déjeuner, tout simplement. Et on voit un certain nombre d'étudiants, enfin de collégiens, qui sortent à midi du portail du collège pour juste tout simplement faire 3 pas dans l'autre sens
et attendre la réouverture du portail 1 heure ou 2 heures plus tard et qui en fait ne mangent rien pendant le repas, tout simplement parce que la cantine coûte trop cher. Donc nous évitons ça. Je pense que c'est quand même indispensable que chaque élève, pour réussir, ait le ventre plein. Et pour avoir le ventre plein, il faut pouvoir se payer la cantine. Donc je suis quand même très fier que nous proposions un tarif qui permette à chaque famille de payer le repas de ses enfants. Anne-Marie Accard. Alors, je voulais confirmer ce que vous aviez dit. Je ne vais pas rajouter grand-chose, hein, simplement que cette semaine, c'était la semaine du goût qui avait été mise à l'initiative de Circo. Alors, chaque ville la prenait ou la prenait pas. Saint-Jean-de-Bray l'a prise, bien sûr, comme elle le fait pour chaque activité qui est proposée. Alors là, c'était vraiment principalement sur le pain. Donc, j'ai fait le tour quasiment de pas mal d'écoles cette semaine, tous les midis. J'ai vu les agents de restauration, bien sûr. J'ai vu également toutes les ATSEM, enfin une partie des ATSEM, et les animateurs. Et chacun a vraiment bien joué le jeu par rapport aux enfants. Par rapport, je vais dire simplement mercredi à la Gode, par exemple, il y avait des activités autour du pain, parce que c'était principalement sur le pain. Donc ils ont mangé des pizzas, ils ont mangé des kebabs, ils ont mangé des croque-monsieur, ils ont mangé des choses comme ça cette semaine. C'est vraiment des choses, voilà, typiquement pain. Et en plus, bon, donc pour la Gode, par exemple, ils avaient 3 activités principales. Ils ont fait des 7 tables, les enfants ont fait des 7 tables. Il y avait un atelier pain et ils avaient la possibilité de manger leur pain vers 16 heures. Et il y avait également une présentation des pains, comme un petit rappel qui avait été fait l'année dernière au sein de toutes les écoles sur la fabrication du pain. Donc vraiment, les enfants ont eu des rappels réguliers, ils ont vraiment beaucoup d'animations, beaucoup d'activités. Et c'est vrai que cette pause méridienne, elle est vraiment bien encadrée, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses pour les enfants et je reconnais que même en plus, ça se rajoute en plus à tout ce qu'ils font déjà toute l'année. Donc il y a pas mal de choses. Il y avait également la semaine bleue. Donc les enfants ont également fait des dessins par rapport à ça, ils ont fait pas mal de choses, hein. Et que ce soit les 2 centres de loisirs, donc je vous ai parlé de la Gode, mais également à Janzé, ils avaient fait pas mal de choses également pour les enfants, sur 2 mercredis différents. Donc vraiment, elle est bien prise en main. Voilà, juste pour rajouter. Merci pour l'information de l'actualité de la semaine. Monsieur Renelier. J'ai été accusé par M. Lucius de manipuler les chiffres avec 2 villes différentes. Alors, je vous rassure, M. Lucius, je ne manipule pas les chiffres, c'est les chiffres de la même ville. Merci, monsieur. Dans tous les cas, pour clore le débat sur cette question-là, hein, de toute façon, il y a évidemment, il y a eu, et à chaque fois que l'on vient éventuellement modifier nos tarifs, un regard, hein, sur ce qui se fait à l'échelle du territoire. J'entends métropolitain, en tout cas du bassin d'activité, mais il n'en demeure pas moins qu'après il y a des choix effectivement politiques qui sont pris et qui sont évidemment différents d'une commune à l'autre, et nous assumons effectivement sans aucune difficulté les choix que nous avons faits sur cette tarification sociale qui permet en tout cas à des enfants de Saint-Jean-de-Bray de manger à moins d'1 euro pour des familles qui sont en grande difficulté, et ça, peu de communes le font. S'il n'y a pas d'autres questions, Madame Prigent. Merci Madame le maire. Une remarque plutôt qu'une question. Je voudrais saluer quand même le travail qui a été fait sur la maîtrise des coûts du coût de revient des repas. J'ai le souvenir, il y a 2 ans, à la présentation, que j'avais bondi dans cette même salle en me disant mais comment on peut d'abord avoir des repas aussi chers et surtout un tel écart entre le budgété et le réalisé. Je vois qu'on a déjà une meilleure maîtrise de ces coûts, même si elle n'est pas encore exact, mais je crois savoir qu'un responsable administratif et financier a rejoint l'équipe, hein, c'est ce que j'ai cru lire dans le rapport dédié, et que les choses devraient encore continuer à tendre vers une meilleure maîtrise de ces coûts, parce que l'impact, il est quand même, on le retrouve ensuite dans les comptes de la commune avec le budget supplémentaire du Circo. Donc plus on ira vers cet équilibre, moins il y aura d'impact sur le budget réajusté de la commune. En tout cas, je tenais à saluer ce travail de maîtrise qui a été réalisé. Merci. Monsieur de la Fournière. Merci, Mme Prigent, mais vous anticipez presque
le rapport d'activité 2022 qu'on a commencé à écrire. Et c'est l'actualité, on peut déjà prédire ce que nous dirons dans un an, un peu ou prou. L'actualité est compliquée, l'actualité est compliquée parce que je profite tout à l'heure, j'ai oublié 2 éléments. Le premier, c'est que 2021, c'était vraiment très en lien avec la loi Egalim, la révision des marchés. Un travail absolument énorme qui a été effectué pour revoir tous les marchés et permettre d'accéder à davantage de produits essentiellement de haute qualité environnementale, sans oublier le bio. Donc là, j'induis une notion de surcoût qu'il va falloir accepter, parce que pour atteindre la loi Egalim, l'achat de denrées alimentaires est bien plus important. Et puis, dans le rapport d'activité, vous avez aussi les augmentations début 2022, ça s'est fait. Début 2023, c'est en cours de réflexion. On ne sait pas exactement à quoi tendre. En tout cas, c'est une question compliquée. J'ose vous dire un tout petit mot de l'Ukraine, un tout petit mot de l'inflation, vous voyez. Mais ce qui est certain, c'est que le syndicat intercommunal a besoin d'ajuster au plus près le tarif pratiqué auprès des communes pour vivre et servir correctement les mêmes communes. Et c'est un exercice difficile à l'échelle du temps. Ça fait 9 ans, presque 10 ans l'année prochaine, là, et on espère pouvoir stabiliser un petit peu les choses. Alors, il faudrait que l'actualité nous laisse un peu tranquille. Voilà, vous anticipez ça. Je me permets, parce que j'ai la parole, de rajouter un élément très important, parce qu'on en a parlé en commission. C'est le fait que le CIRCO ouvre ses portes de manière extrêmement régulière aux 4 communes. C'est-à-dire qu'il y a des visites qui sont organisées, au moins une par mois, parfois plus, pour les agents, pour les parents qui le demandent. Et alors là, on découvre ce que c'est qu'une cuisine intercommunale, parce que pour beaucoup de gens, on se dit, tiens, c'est bizarre, tu as eu des salsifis ou tu as eu des épinards. Alors quand on fait ce type de produit, mais même une escalope de poulet pour 4000 personnes, et qu'on visite cette cuisine tant monstrueuse que super organisée, pour être au plus près, là c'est impressionnant, et on comprend mieux ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de bon conseil municipal sans page de publicité, et je vais revenir à Galwedec, puisque à Galwedec, c'est l'une des écoles de la ville où on a un conseil d'enfants. Ça s'appelle les Galous à Galwedec, et donc les Galous avaient beaucoup de revendications écrites historiques, comme tous les enfants, dire ah bah oui, on voudrait plus de ci, on voudrait plus de ça. Je ne reviens pas à mon mauvais exemple de tout à l'heure. Et les petits Galous, ils étaient assez stupéfaits de voir la taille de la cuisine, l'organisation, le fait que les choses doivent être préparées 2-3 jours avant, parfois, puis refroidies brutalement avant d'être réchauffées dans les satellites, comme on les appelle. Et ces visites apportent énormément à tout le monde sur les 4 communes. Donc c'est un vrai vecteur de communication pour nous maintenant au sein des conseils d'école, parce qu'il y a beaucoup d'élus ici présents qui participent au conseil d'école. Alors on apprend, et c'est aussi l'une des vocations du rapport d'activité. Voilà. Merci. On a à prendre acte du rapport d'activité. Donc merci Monsieur de la Fournière. Sur la délibération suivante, donc il s'agit de la convention relative à l'accueil d'enfants dans les structures petite enfance de Saint-Jean-de-Bray avec le conseil départemental, et c'est Monsieur Kamengé. Oui, merci Madame le maire de me donner la parole. C'est une délibération que nous avons coutume de prendre régulièrement pour gérer, pour permettre notamment au service de PMI, à nos services, de gérer les situations d'enfants aprésiens qui peuvent ou présentent des difficultés particulières. Elle permet du coup de définir dans ce cadre-là des obligations réciproques qu'on se donne mutuellement, et que du coup on réalise chaque année un certain nombre d'admissions dans le cadre de cette convention. Dans ce cadre-là, une place est réservée à un accueil d'enfants sur l'ensemble des structures petite enfance, que ce soit la crèche collective, la crèche familiale ou le multi-accueil, et qui permet du coup d'avoir une soupape, notamment de sécurité, pour pouvoir accueillir ces enfants qui
dans les familles où l'enfant lui-même peut présenter des difficultés particulières. Alors, pour ce faire, le conseil départemental nous donne, lorsque la situation est traitée et qu'elle est prise en compte, un montant forfaitaire de 4 800 € par an. Et cette convention est assez régulièrement évaluée. Dans l'année en cours, nous n'avons pas eu de situation à accueillir dans ce cadre-là. Par contre, l'année dernière, on en avait 3 en cours. Donc, ceci étant exposé et après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention relative à l'accueil des enfants requérant une attention particulière au sein de structures petite enfance gérées par la commune de Saint-Jean-de-Bray et d'autoriser donc Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? On est sur un rapport qui revient régulièrement. Hein. Donc, s'il n'y en a pas, je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On doit maintenant donner notre avis sur le projet donc, du PLH4. Et je laisse la parole à Madame Jallet. Merci Madame le maire. Alors, j'aimerais bien arriver à projeter quelque chose parce que je ne sais pas si vous avez vu, le PLH4, ça représente 274. Ah, il faut peut-être que j'allume ça d'abord, alors. C'est ça? Parce que sinon, il avait... Le PLH, oui, représentant 274 pages, je me suis dit que c'était plus simple de vous présenter quelques diapos. Ah, normalement, c'est bon. Je l'ai mis en marche, mais... Il faut attendre un peu. J'ai appuyé dessus. Faut qu'il chauffe, bien sûr. C'est allumé? Ah si, ça y est. Il faut que j'appuie ou pas? Cliquez sur cliquer. Voilà, t'appuies après, ça devient rouge. Voilà. Ouais, parfait. Ok. C'est là. J'espère que ça va être un petit peu plus facile du coup de suivre donc ce PLH4. Première chose, c'est quand on fait un PLH, on commence d'abord par faire un diagnostic de la situation de l'habitat sur le territoire. Et donc là, vous avez quelques chiffres clés. Ah oui, à la fois Orléans Métropole et puis notre ville, donc Saint-Jean-de-Bray. Ce bilan d'ailleurs du PLH3 a été fait par notre agence d'urbanisme Topos, qui a fait toute l'analyse et qui a permis d'avoir les chiffres sur lesquels après on peut avancer. Donc sur l'agglomération d'Orléans, on a 12 000 logements qui ont été démarrés ou commencés sur la période du PLH3. Alors c'est parce que là, on compte toujours les logements commencés, c'est ce qui est de plus facile et de plus fiable et ça permet ensuite d'avoir des chiffres qui sont comparables. Sur ces 12 000 logements, il y en a 2 900 logements qui sont des logements sociaux. À Saint-Jean-de-Bray, on a eu 1 558 logements démarrés, dont 158 logements sociaux. Donc en gros, ça fait à peu près 10%. Là. Au niveau du parc privé, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a eu 4 800 logements rénovés sur la période, dont 2 854 logements sociaux et 1 903 logements privés sur la métropole. Par contre, à Saint-Jean-de-Bray, on n'a eu que 14 logements sociaux rénovés, ce qui est peu, mais je ne suis pas sûre que tout ait été pris en compte, et 46 logements privés. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que la Maison de l'Habitat accueille de plus en plus de demandeurs de logement et 26 000 personnes sont donc passées dans cette Maison de l'Habitat sur la période. Il y a eu 18 000 attributions de logements sociaux, dont 1 791 sur Saint-Jean-de-Bray, 3 300 aides du Fonds unifié logement depuis 2019. Ce sont toutes les aides qu'on accorde en direct aux personnes qui en ont besoin, que ce soit en accession ou en locatif. Et sur Saint-Jean-de-Bray, cela représente 245 dossiers accordés entre 2019 et 2021. Et enfin, 700 personnes qui ont eu des parcours d'insertion depuis 2017. Et 300 ménages accompagnés pour l'adaptation de leur logement, donc toujours sur la métropole. À chaque fois en italique, c'est ce qui correspond à Saint-Jean-de-Bray, et 33 à Saint-Jean-de-Bray.
Donc ça, c'était le bilan. On va maintenant passer tout de suite au PLH 4, qui donc va correspondre à la période 2022-2026, c'est-à-dire 6 ans. Il y a 4 grandes orientations qui ont été définies avec l'ensemble des élus et qui sont ensuite déclinées avec 22 actions. Mais là, donc, au niveau de la métropole, dans la présentation qui est faite, on choisit de mettre un focus sur 5 actions pour éviter là aussi de détailler les 22 actions, mais vous avez tout est dans le document que vous avez donc qui est annexé à la délibération. Ces orientations, la première, c'est inscrire pleinement la politique habitat dans la transition écologique. Donc là, c'est pour bien montrer cette priorité qui est donnée maintenant par tout le monde au niveau de la métropole sur la transition écologique. Et ça se traduit, parmi les actions phares, par des actions très fortes sur la rénovation énergétique. Deuxième grande orientation, c'est réduire les déséquilibres en faveur des mixités et de la dignité. Donc ça va se traduire par une action sur la production de logements locatifs sociaux et sur la notion aussi de logement privé abordable. Troisième orientation, c'est contribuer à l'attractivité du territoire par l'offre de logements. C'est ce qui signifie qu'on va continuer à développer le logement parce qu'il y a une forte demande. Et si on veut que notre territoire continue à être attractif, il faut proposer des logements, avec un focus sur le logement étudiant. Et enfin, la dernière orientation, c'est observer et accompagner une politique d'habitat partagé avec la maison, en fait, c'est la maison de l'habitat. Dans le PLH 4, vous avez à la fois donc des orientations qui sont globales sur l'ensemble du territoire et vous avez après des fiches communales. Donc là, on a remis les enjeux qui sont propres à notre territoire Saint-Jean-de-Bray concernant les enjeux de l'habitat. Donc sur le parc privé, nous avons demandé d'insister sur le fait que la requalification du parc privé nous semblait l'enjeu le plus important. Donc ça signifie la rénovation énergétique dans le tissu pavillonnaire, parce que sur notre commune, on a énormément de logements qui ont été construits, donc des pavillons qui ont été construits dans les années 70-80, avant les réglementations thermiques très fortes qui sont arrivées plutôt justement à la fin des années 80, ce qui fait que ce tissu pavillonnaire a besoin d'être rénové. Et ça coûte très cher, et donc on va voir qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place au niveau de la métropole. Il y a aussi un suivi des copropriétés fragiles, parce que nous sommes aussi une collectivité, enfin une commune, sur laquelle il y a pas mal de copropriétés. Et dans ces copropriétés, certaines montrent des indices. Alors, on n'a pas de copropriétés gravement dégradées, mais certaines sont fragiles. C'est-à-dire que les copropriétaires ont du mal à entamer des gros travaux. Donc, on en tire vous allez voir, on en tire certaines conséquences. Et pour nous, c'est important de le souligner, cet enjeu. Et puis, on souhaite aussi développer l'accession sociale, c'est-à-dire pas uniquement l'accession libre, mais aussi l'accession sociale, qui permet notamment à des jeunes ménages de venir s'installer sur notre territoire. Sur la partie développement du logement, donc on insiste toujours et depuis longtemps sur le fait qu'on souhaite d'avoir une mixité de logements. Donc cette mixité, c'est à la fois une mixité sociale, c'est-à-dire avoir du logement social, du logement privé, du logement libre, mais aussi une mixité intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on veut à la fois du logement pour les jeunes, mais aussi pour les familles et aussi pour les seniors. Et c'est pour ça donc on veut des grands logements pour les familles, des logements donc spécifiques pour les jeunes et les seniors. Il faut aussi arriver à maîtriser la production dans le diffus, car la construction dans le diffus représente actuellement 50% de la production de logements sur notre territoire, ce qui est beaucoup. Et pour ça, on pensait avoir mis en place beaucoup d'outils déjà dans le cadre de notre ancien PLU, devenu le PLU métropolitain, mais on est en train de voir s'il ne faudra pas renforcer d'ailleurs certains outils pour mieux maîtriser cette production. Et enfin, on développe sinon l'offre de logements diversifiés dans les opérations maîtrisées, c'est-à-dire à travers des outils comme les OAP, orientation d'aménagement et de programmation, et les ZAC, zones d'aménagement concerté. En ce qui concerne le logement social, notre objectif est d'atteindre un taux de 25% de logements locatifs sociaux. Actuellement, on est à peu près à 23%. Je ne peux plus vous dire si c'est 22,5, 22,9, 23, mais donc 23%, si on arrondit. Or, on sait que sur notre métropole, où nous, on est une commune de 20 000 habitants, la demande en logement social est de plus en plus forte, la tension augmente, et à partir du moment où cette demande atteint ce qu'on appelle un taux de 5, ce n'est plus 20% de logements locatifs sociaux qui est rendu obligatoire par la loi, mais 25%. Donc, on se dit qu'on a intérêt à le prévoir, parce qu'on sait que ça va arriver, et donc on souhaite
aller progressivement vers un taux de 25% de logements locatifs sociaux sur notre ville. En continuant à avoir une répartition géographique des logements sur l'ensemble du territoire, éviter des concentrations, et avoir aussi des logements sociaux diversifiés, que ce soit dans leur financement, puisque vous savez qu'il y a différentes catégories de logements sociaux, et dans leur typologie, c'est-à-dire à la fois des logements individuels et puis des logements collectifs. Et enfin, on veut poursuivre donc aussi cette offre de logements sociaux, oui, en individuel, dans un environnement de qualité. Alors, je reviens aux grandes orientations que je vous ai présentées là juste avant. Et la première orientation, je dis focus sur la transition écologique. Comment soutenir la requalification thermique du parc résidentiel. Au niveau de l'agglomération, l'objectif, on constate qu'il y a là aussi un tiers des résidences qui ont été construites avant 1970, où c'est le début des réglementations concernant le thermique. Et on a aussi un chiffre inquiétant, c'est qu'il y a 15 000 ménages qui seraient en précarité énergétique sur l'ensemble de la métropole. Par ailleurs, on a un objectif, alors là qui est sorti aussi à la fois non seulement du PLH, mais aussi du PLUM, mais aussi d'un certain nombre de documents et des assises de la transition, c'est qu'on veut arriver à une réduction des gaz à effet de serre de 50%. Et ça aussi, ça implique d'agir sur l'habitat. Donc par rapport à ça, la métropole a souhaité mettre en place un guichet unique de la rénovation énergétique avec l'ADIL, qui est l'ADIL maintenant 4528, c'est-à-dire que l'ADIL est à la fois sur le Loiret et sur l'Eure-et-Loire. Avec derrière des objectifs d'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagner 3700 propriétaires pour la rénovation de leur logement et 200 copropriétés, ce qui est très important. Et donc une enveloppe de 4,7 millions d'euros de 2023 à 2028. Et ce guichet unique, voilà, étant d'ailleurs ouvert. Alors, sur Saint-Jean-de-Bray, cela représente, nous, un enjeu qui est sur la base de 9 907 logements, un enjeu de 1 217 propriétaires occupants sous plafond de ressources et 3 823 logements construits avant 1980. Par ailleurs, on a 158 copropriétés, ce qui correspond à 4 290 logements en copropriété. C'est-à-dire qu'en gros, on a, là aussi, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, on a 50% du parc de logements qui est en copropriété, 50% c'est de l'individuel. Et sur ces copropriétés, 39 ont été construites avant 1975 et donc méritent vraiment une rénovation énergétique importante. Donc nos objectifs d'accompagnement, c'est 120 propriétaires à accompagner pendant la période du PLH, qui est 2023-2028, et 6 copropriétés accompagnées pendant cette même période. Enfin, donc, le guichet de la rénovation qui est en train de se mettre en place, là c'est pour vous décrire le parcours de l'usager. Le contact peut être pris aussi bien par téléphone pour prendre un rendez-vous que par mail ou par Internet. Ensuite, donc, on arrive au guichet unique qui est à la DIL et qui va pouvoir répondre à toutes les demandes de rénovation énergétique pour conseiller les habitants et les aider à mettre en place une démarche. Donc, il y a d'abord un accueil, une identification du besoin pour pouvoir fournir une information de premier niveau, que ce soit au plan technique, au plan financier, au plan juridique ou au plan social. Et ensuite, une orientation pour une prise en charge par des opérateurs ad hoc. C'est-à-dire que la DIL a recruté des conseillers techniques et des conseillers financiers pour faire cet accompagnement. Et derrière, ensuite, les gens sont orientés pour pouvoir justement avoir ensuite des devis qui seront étudiés avec l'aide de la DIL. Parce qu'on sait très bien aussi qu'actuellement, beaucoup de particuliers hésitent à entreprendre les travaux parce qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils ne savent pas si les gens en face d'eux sont sérieux ou pas sérieux. Donc, il y a cet accompagnement qui va permettre, on espère, de déclencher les travaux plus facilement. Sur la deuxième grande orientation, aussi programmer une offre nouvelle de logement. À l'échelle de la métropole, l'idée, c'est de produire 10 000 logements sur la période du PLH 4. C'est à peu près un petit peu plus que la période du PLH 3, où il y en avait eu 9 000. Et donc ça veut dire 1 700 logements par an. Donc 2 800 logements sociaux au total, soit 470 logements par an. Et donc ces 2 800 logements représentent 28% de la production totale, donc un peu plus que ce que nous, on souhaite sur notre territoire, parce que certains sont en dessous. D'ailleurs, il faut savoir que sur ces 2 800 logements sociaux, 51% devront être réalisés par les 8 communes qui sont en rattrapage par rapport aux objectifs de la loi SRU. Je vous dirai plus, j'ai une autre diapo dans laquelle vous avez la liste des communes en rattrapage SRU.
Dans la programmation des logements du PLH4, vous avez le camembert qui permet de voir que vous avez du locatif social, c'est tout ce qui est en marron, beige, avec à la fois le locatif très social, c'est ce qu'on appelle le PLAI, pré-locatif d'insertion. Vous avez le locatif social, c'est le plus, ce pré-locatif à usage social. Vous avez ensuite le locatif social, c'est du PLS, donc c'est plutôt ce qu'on appelle le locatif social haut de gamme, c'est-à-dire ce qui fait la transition entre le locatif et le marché libre. Et puis il y a l'accession sociale en vert clair. Tout le reste étant du locatif ou de l'accession libre. Et donc tout ce qui est investisseur est aussi dans cette part bleue. Donc ça c'est détaillé, ensuite on va le revoir dans la fiche de Saint-Jean-de-Bray, on a le détail aussi de la production, enfin de nos engagements, puisque en fait le PLH4 c'est très important, donc ce sont des engagements qui sont pris par chaque commune. Il y a un engagement global de la métropole, mais qui résulte bien des engagements pris par chaque commune sur la programmation de logement. Et le taux de logement social est déterminé pour chaque commune. Ce n'est pas un taux à une échelle globale, c'est bien par commune qu'on doit avoir au moins les 20% de la loi SRU. Donc voilà là pour vous expliquer un petit peu comment on arrive à la production de logements sur notre territoire. Ça ne vient pas de rien du tout. Alors il y a un rappel en haut de la fiche avec sur le PLH3, les objectifs c'était de 798 logements, donc 800 logements, ce qui représentait à peu près 8% de l'objectif de la métropole, et 114 logements par an. Ce qu'on a réalisé, c'est 1558 logements, donc on a réalisé presque 2 fois plus que l'objectif. Et sur l'objectif du PLH4, on revient à 800 logements, donc à peu près là aussi 8% de la métropole, et ça représenterait environ 134 logements par an. Mais pour arriver à ce chiffre, on n'est pas parti de rien du tout. On a pris ce que nous on connaît, c'est-à-dire c'est la production qui est maîtrisée par la ville, donc la production qui sort de ce qu'on appelle donc les OAP et les ZAC. Ce sont les lignes que vous avez en dessous dans le tableau, avec notamment l'OAP du Clos du Vivien, où on a estimé que si on applique le SCOT, vous savez qui est le schéma de cohérence territoriale, indique aussi des objectifs de densité de logement. Et donc en appliquant le taux de densité du SCOT, parce qu'on est obligé d'être cohérent avec le SCOT, sur notre OAP du Clos du Vivien, on sait qu'on pourra faire environ 70 logements. Et on l'a mis donc à peu près, parce qu'on est en train de travailler sur cette OAP. Il y a eu un appel à promoteurs qui a été fait. On en reparlera bientôt, puisque là, on attend les résultats. Donc, le temps ensuite qu'il y ait des études qui soient faites, on pense qu'on pourra commencer à avoir des logements en 2025. Bon, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est 2025-2026, mais c'est pour à peu près vous se rendre compte. Ensuite, il y a une OAP, l'OAP du Port Saint-Loup, où là, pareil, par rapport à la superficie de cette OAP et au taux de densité, on pense produire environ une 60aine de logements. Là, ce sera plutôt vers la fin de la période, ce ne sera pas avant 2027-2028. Il y a une autre OAP, la Bissonnerie Petit Bois, où là, ce sera carrément au-delà du PLH actuel, mais donc on l'a situé en 2030, une 30aine de logements. Pareil pour la Bédinière, une 20aine de logements. Par contre, donc les Charbaux, là aussi, il y a une grosse OAP, l'OAP de Les Charbaux, donc entre la rue Jean Zay et la rue Jean Jaurès, dont on a parlé puisqu'on vous a présenté le programme, les grandes orientations sur lesquelles on s'est prononcé avec la ruche Habitat. On en a parlé avant l'été, je crois que c'était le conseil du mois de mai. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à produire au total 130 logements. Et pareil, le temps que les études se fassent et que ça puisse déboucher, c'est clair que ce ne sera pas avant 2025-2026. Bionne-Sainte-Marie-Malvoisine, donc là, c'est plutôt la prolongation du quartier éclos. Donc là, c'est pareil, enfin, on a repoussé à 2030 parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Et donc, au total, on a 796 logements. J'allais oublier la dernière ligne, la plus importante, c'est la ZAC du Grand Hameau, c'est-à-dire notre écoquartier, où là, on souhaite terminer. Et donc, on sait que sur la ZAC du Grand Hameau, on va avoir à peu près 536 logements. Ce n'est pas l'unité près, donc il faut plutôt dire environ 500 logements qui vont être produits d'ici la fin de la ZAC, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2027. Et quand on additionne tout ça, c'est comme ça qu'on arrive à 796, donc 800 logements dans les opérations maîtrisées, ce que nous demandait de calculer la métropole au moment où on a fait le PLUM.
Ce qu'on ne peut absolument pas prévoir, c'est la production qu'il y aura dans le diffus. Donc ça, et qu'on ne maîtrise pas toujours suffisamment, alors parfois on est très surpris de voir ce qui arrive. Donc ça, on va essayer vraiment de travailler pour effectivement arriver à mieux maîtriser cette production. Concernant maintenant donc les logements sociaux. Donc les logements sociaux sur le PLH3, donc il y avait un objectif de 133 logements. En fait, on en a réalisé 158, donc un petit peu plus seulement par rapport à l'objectif. Pour le PLH4, on a un objectif dit de 201 logements, un petit peu plus élevé que la période précédente, parce que donc je vous ai expliqué qu'on souhaitait atteindre plutôt 25% de logements, ce qui fait qu'on va avoir une part un peu plus importante dans le total de production de la métropole, et ça représente 34 logements par an. Ensuite, donc, on doit être très précis, c'est-à-dire que sur ces 201 logements, ça veut dire que c'est 34 logements par an, mais il y a même le détail, vous voyez, entre les PLAI, qui sont donc les logements les moins chers, le plus, qui est le logement moyen, et le PLS, qui est le logement un peu au-dessus. Il y a aussi des logements privés conventionnés dans le parc privé, c'est-à-dire que des propriétaires qui souhaitent louer leur logement et qui vont conventionner avec l'ANA vont pouvoir louer ce logement à des tarifs qui sont légèrement inférieurs au prix du marché, et donc ça fait du logement social qui rentre dans les comptes. De même, le PSLA, qui est le prêt locatif social, le prêt social locatif accession, rentre aussi dans la comptabilisation des logements sociaux, et donc nous on espère arriver à en réaliser 80. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre là aussi de 201 logements sociaux sur la période du PLH4, pour arriver à peu près à 25% de l'offre nouvelle sur la commune de Saint-Jean-de-Bray. En sachant que une bonne partie de ces logements sont réalisés dans les OAP, puisque dans les OAP, on fixe 30% comme objectif. Mais les PSLA, ça peut se faire ailleurs, le logement privé conventionné se fait ailleurs, et on voit il y a un certain nombre d'autres opérations où on a aussi des logements dans le PLS. Donc on a pas mal de logements, là encore, qui vont être c'est très diversifié et très réparti sur l'ensemble du territoire. Là, pour terminer sur les logements sociaux, pour expliquer là aussi comment s'applique la loi SRU, en fait, au niveau de la métropole, les communes, avec l'accord de l'ensemble des maires, ont été réparties en plusieurs groupes. Le premier groupe dans le tableau, ce sont les communes qui ont une obligation de rattrapage par rapport à la loi SRU. Donc il y en a 8. Chessy, Ingré, Orme, Olivet, La Chapelle-Saint-Mémin, Saint-Denis-en-Val, Saint-Privé-Saint-Mémin et Saint-Jean-le-Blanc. Et là, la part des logements locatifs sociaux, c'est l'État qui le fixe. Donc on n'a pas marqué là parce que ce n'est pas notre territoire, mais ça figure dans le document complet. Certaines communes, on leur applique l'obligation de rattrapage en anticipation parce qu'elles vont bientôt atteindre le seuil de 3500 logements, de 3500 habitants, excusez-moi, qui est le seuil à partir duquel s'applique l'obligation des 20% de logements sociaux. Et donc chez nous, ce sont les communes de Semois et Saint-Cyr-en-Val qui vont bientôt se voir appliquer cette obligation. Donc on leur applique tout de suite une obligation de 25% pour être sûr qu'elles puissent atteindre au moins les 20% assez rapidement. Deux communes, Saran et Saint-Jean-de-Bray, donc notre ville, c'est simplement le maintien de l'offre. Donc c'est entre 23 et 25%. Et puis il y a 3 communes où c'est plutôt une modération du développement de l'offre parce que ce sont les communes qui ont le plus de logements sociaux par rapport à l'ensemble de leurs logements sur leur territoire. Ce sont les communes d'Orléans, Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-la-Ruelle, où là on leur demande de produire entre 15, il faut à chaque fois qu'ils aient entre 15 et 20% de logements sociaux. Enfin, il y a des communes, des petites communes, sur lesquelles on conseille plutôt de faire quand même, de produire quand même quelques logements sociaux, mais là, l'obligation est plus faible aussi. Il y a Boigny-sur-Bionne, Bouche, Chanteau, Combleu, Mardier, et je n'arrive pas à voir parce que, voilà, je suis désolée, vous compléterez, mais je crois qu'il y a encore 2 communes, mais je n'arrive pas à les lire. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour rendre le territoire attractif, l'idée c'était à la fois de continuer à développer la production de logements en faisant aussi du logement social, mais aussi il faut produire du logement abordable. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à produire du logement qui, si c'est du locatif, les loyers ne soient pas trop chers, si c'est de l'accession, que les prix ne soient pas non plus trop élevés. Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu quand même une hausse très forte ces 2 dernières années.
Donc il faut arriver à produire une offre qui se situe entre le logement social et le logement du marché. Donc c'est ce qu'on appelle, donc j'y reviens encore, le PSLA, de l'accession sociale, dans le domaine de l'accession, ou bien dans le domaine du locatif, le LLI, c'est le logement locatif intermédiaire. Ça commence à se développer et nous on va avoir notamment 2 opérations en LLI qui devraient arriver bientôt sur notre territoire. Et puis, la métropole souhaite soutenir aussi quelques expérimentations. C'est ce qu'on appelle notamment le bail réel solidaire et puis l'usufruit social, où on essaye justement, parce que vous savez que quand vous achetez une maison ou un appartement, ce qui coûte cher, souvent, c'est le foncier. Le foncier représente 20% en gros du prix d'un logement. Et donc, on arrive à dissocier le prix du foncier et le prix de la construction. Ce qui fait que ce sont des organismes qui vont acquérir le foncier et le mettre après à disposition des organismes qui vont construire. Ce qui fait que la personne qui va accéder va pouvoir payer moins cher, elle va acheter uniquement la construction elle-même. Donc c'est ce qu'on appelle le bail réel solidaire qui permet là aussi de produire du coup des logements beaucoup plus accessibles. Mais c'est une expérimentation, ça commence à se développer. Il y a de plus en plus maintenant de grands organismes au niveau national qui veulent développer le bail réel solidaire. Et on a quelques-uns qui se sont implantés sur aussi notre territoire. Et donc, au niveau, chez nous, la part du PSLA, on voudrait arriver à en faire 10% dans la production nouvelle. Enfin, pour terminer, donc on avait dit qu'il y a aussi tout un travail d'information qu'il faut développer. Donc, améliorer et simplifier l'information sur le logement, parce qu'il y a énormément d'acteurs dans le domaine du logement. Et notamment, en ce qui concerne le service au niveau pour les habitants, on a des acteurs comme Solia, qui est une association, il y a une fédération au niveau national. Au niveau de notre territoire, on a Solia 45, Solia Loiret, qui fait partie de Solia Centre Val de Loire, qui développe tout un travail à la fois pour aider et conseiller les gens dans le parc privé, quand justement ce sont des propriétaires occupants qui ont des faibles moyens, pour les aider à faire des travaux par exemple de rénovation énergétique, mais aussi les propriétaires, les propriétaires bailleurs qui voudraient faire des travaux mais qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que là il y a beaucoup d'aides de l'ANA, mais ce sont des dossiers compliqués à monter, et donc Solia peut aider, et aider aussi à faire toute la maîtrise d'œuvre sur les travaux. Solia a aussi ce qu'on appelle une agence, une AIS, une agence d'intermédiation sociale, qui permet à des propriétaires justement qui vont rénover leur logement, le louer, de le proposer à cette agence, qui va du coup pouvoir le proposer ensuite à des personnes en grande précarité, des personnes fragiles, et qui va faire de l'intermédiation, c'est-à-dire qui va pouvoir faire un accompagnement des locataires pour les être sûrs qu'ils puissent vraiment payer leur loyer et pour délivrer le propriétaire du souci de ce suivi. Donc ce sont des agences qui sont spécialisées pour vraiment apporter une solution à des personnes en difficulté et par contre sécuriser le propriétaire. On a la DIL, dont on a parlé, donc c'est l'agence de développement d'information du Loiret, c'est l'information sur le logement. Donc la DIL, qui existe déjà depuis longtemps chez nous, apportait jusqu'à maintenant uniquement des informations sur le logement et maintenant donc développe vraiment le conseil et un suivi beaucoup plus suivi sur tout ce qui est rénovation énergétique. On a la maison de l'habitat qui délivre des conseils et surtout qui enregistre tous les demandeurs de logements sociaux. Et au tribunal, il y a aussi de la médiation locative, des commissions de conciliation. Puis après, il y a tout ce qui est constructeurs, aménageurs, bailleurs sociaux. Et donc l'idée, c'est non seulement d'avoir la maison de l'habitat, mais parfois aussi, on se dit peut-être qu'il y a certaines de ces structures qu'on pourrait regrouper pour là aussi avoir des guichets uniques pour simplifier les choses pour les habitants. Alors pour pouvoir mener toutes ces actions, le PLH4, il y a un budget, une enveloppe qui a été définie, et c'est 20 millions d'euros, 20,8 millions d'euros en fait, donc sur les 6 années du PLH4, qui sont répartis par grandes thématiques. 4,7 millions pour la transition énergétique, 7,5 millions pour tout ce qui concerne mixité, dignité, habitat dégradé, donc en gros le logement social, 7,2 millions pour la production de logements, et 1,4 million pour tout ce qui est observatoire et accompagnement des habitants. Au total, donc 20,8 millions sur 6 ans. Quant aux prochaines échéances, donc là, on se situe dans cette période juillet à octobre 2022, c'est-à-dire où dans toutes les 22 communes, les conseils municipaux doivent se prononcer sur ce PLH4 pour pouvoir ensuite
permettre au PLH de passer en deuxième examen devant le Conseil métropolitain, celui du 17 novembre 2022. Ensuite, l'État pourra donner un dernier avis entre décembre et février 2023. Et en mars 2023, le PLH 4 pourrait être approuvé définitivement en Conseil métropolitain. Donc voilà pour la présentation de ce document, une présentation un peu rapide. Alors pour compléter, je voudrais dire qu'il y a eu une concertation très importante auquel la ville de Saint-Jean-de-Bray a participé à chaque fois, que ce soit au niveau des services ou des élus. Sinon, je crois que j'ai donc dit l'essentiel des enjeux et des orientations. Je rappelle qu'il y a 22 fiches actions thématiques. Si vous voulez regarder de plus près chaque action, c'est détaillé dans le rapport. Et donc nos engagements, on les a mis, je vous les ai expliqués. Et donc maintenant, il est proposé au conseil municipal d'approuver la fiche communale de Saint-Jean-de-Bray et d'émettre un avis favorable sur le projet de programme local de l'habitat numéro 4 pour les années 2023 à 2028. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un dossier complexe et je pense que vous avez en tout cas bien réussi à vulgariser l'ensemble des principaux éléments. Ce plan local de l'habitat, évidemment, à l'échelle de la métropole, nous engage toutes et tous, en tout cas toutes les communes, se voient être engagées dans, évidemment, une démarche de production de logements. Et vous l'avez vu avec, et c'est l'objet, des différences notables entre les communes, pour toujours une meilleure répartition sur le territoire métropolitain de l'offre d'habitat. Voilà, qui n'est pas, vous l'aurez compris, pas forcément aujourd'hui tout à fait respectée, mais il faut que l'on tende vers un équilibre sur le territoire métropolitain pour qu'il puisse y avoir sur tout le périmètre, en tout cas, une offre équilibrée, quelle que soit la situation des personnes qui cherchent à se loger. Est-ce qu'il y a du coup des remarques? Monsieur Robin? Merci Madame la maire. Madame Jallet, vous avez dit que le bail social solidaire, c'est ça? Le bail réel solidaire. Merci. Les fonciers, comment on les trouve? Étant donné qu'ils ne seront pas comptés, il y aura juste la construction, non le foncier. On les trouve où? C'est quelque chose... Excusez-moi, Madame le maire, je réponds. Je vous en prie. Peut-être éteignez votre micro, Monsieur Robin. Alors, c'est expérimental. Pour le moment, nous n'en avons pas encore sur la commune de Saint-Jean-de-Bray. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit des organismes de foncier solidaire qui achètent le terrain et qui ensuite le mettent à disposition. En général, c'est d'un bailleur social, mais ça peut être aussi pour faire de l'accession. Et quand c'est un bailleur social, ensuite, il y a un bail amphithéotique qui permet au bailleur social d'avoir un prix de foncier très très faible et donc de pouvoir monter son opération plus facilement et donc pour pouvoir ensuite avoir des loyers là aussi qui restent contenus dans ce qui est possible. Quand c'est pour de l'accession, parce que c'est surtout dans l'accession que c'est intéressant, là aussi c'est en fait l'organisme qui porte le foncier qui va le conserver et qui va à un moment donné, qui va le louer quelque part. Parce qu'il faut bien quand même qu'il se rémunère un petit peu, mais le prix est très faible. Ce qui permet au propriétaire qui achète d'acheter sa maison, mais il n'achète pas le foncier. Et au bout d'un certain temps, il y a plusieurs manières pour le moment, il y a plusieurs manières de faire. Soit il peut racheter le foncier, s'il a des moyens qui lui permettent. Dans certains cas, ça va se faire. Dans d'autres cas, ça continue. C'est-à-dire qu'il pourra vendre sa maison, par exemple, c'est une maison, et le nouveau propriétaire reprendra à son compte le fait que la location du foncier. Donc ça ne gêne absolument pas l'accession. Les gens peuvent acheter, revendre, il n'y a pas de souci. Par contre, ça diminue les prix et ça permet à des gens d'accéder à la propriété alors que sinon ils ne le pourraient pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Madame Martin-Chabert? Je retiens dans la première partie de votre exposé que finalement la ville de Saint-Jean-de-Bray est bon élève, puisqu'on reste dans les quotas qui nous sont donnés par la loi.
Effectivement, la poursuite, on va la faire, je suppose, de façon raisonnée, puisque c'est 800 logements, si j'ai bien retenu, qu'on doit prévoir sur cette période. L'habitat diffus, effectivement, semble être un point un petit peu sensible sur lequel on va pouvoir peut-être travailler dans le cadre du Plume. C'est ça, si j'ai bien suivi. Mais ça me semble effectivement un point qui sera intéressant à voir, puisqu'on voit des fois dans des quartiers arriver des projets qui sont liés souvent à des successions, et avec des héritiers qui vendent le fond du terrain pour reconstruire. Et on a déjà amélioré dans le cadre de notre Plume, mais il y a sans doute quelques petits points à améliorer, mais il y a toujours à s'améliorer. Voilà. Mais merci parce que c'est très éclairant. C'est la première fois que j'aborde un PLH de façon aussi claire. Voilà. En effet, tout comme sur le précédent PLH, les objectifs qui sont fixés, ils sont évidemment fixés sur le foncier dont on a sur lequel on a des orientations et dont on a la maîtrise. Voilà. Madame Jallet l'indiquait, la grosse difficulté, c'est sur le diffus, où on le voit régulièrement, malheureusement, des ventes de terrains, et la ville n'a effectivement pas capacité à acheter tous les terrains qui sont vendus sur la ville. Donc il y a un travail très approfondi des services, du suivi de ces projets qui sortent pour les limiter, mais effectivement les outils, on fait avec les outils que l'on a dans le cadre de la loi. Les contraintes supplémentaires qui ont été ajoutées dans le cadre du PLU métropolitain vont nous permettre effectivement de limiter ces ventes de bouts de jardin et notamment sur les cœurs d'îlots. Mais on peut voir qu'il y aura possiblement encore des modifications de du PLUM, justement pour être plus encore contraignant par rapport à ces ventes et à ces projets qui nous échappent finalement. Donc quand on voit sur le précédent, sur le PLH3, c'était 50%. Donc les objectifs, nous on les a atteints. Mais il y avait 50% en plus sur le diffus. Donc il faut effectivement que l'on travaille plus encore sur des outils venant contraindre des projets d'achat et donc de résidence sur des terrains qui ne nous sembleraient pas effectivement très appropriés sur certains quartiers. Mais ça nécessite aussi de pouvoir, en tout cas au niveau de la collectivité, envisager aussi de l'acquisition foncière, et donc acquisition et vente dans le cadre évidemment des OAP pour pouvoir préserver certains secteurs, s'assurer en tout cas que sur certains secteurs, nous n'aurons pas effectivement de vente et de projets diffus. Donc ça, il y a un travail fin donc de Brigitte Jallet et des services que je remercie, parce que c'est un suivi quotidien de l'ensemble évidemment des projets et des permis de construire qui sont déposés. Monsieur Renelier. Merci Madame. Effectivement, vous avez soulevé le point important, c'est qu'est-ce que l'on fait derrière le PLH, quelle est la qualité des bâtiments qui sont construits. Je suis encore intervenu récemment dans la zone du Grand Hameau. Des gens ont acheté en prêt à l'accession sociale, à des tarifs préférentiels. Ils y ont vécu 3 ans et ils demandent à arrêter la vente pour revenir en logement purement locatif, parce que la qualité du bâtiment qui leur a été fourni n'est pas une qualité suffisante, et la qualité à ce point que beaucoup de logements ne sont pas occupés aujourd'hui autour de ce monsieur. Donc il ne suffit pas de faire un PLH. Les intentions, on le fait dans le cadre de la loi SRU, c'est l'obligation légale, donc il n'y a pas de discussion sur ce point-là. Mais moi, je vais m'abstenir sur ce PLH
parce que c'est dans le détail de la réalisation que l'on voit les choses. Ce n'est pas uniquement sur les grands objectifs que l'on se donne. Oui, Madame Jaly. Alors, je pense, Monsieur Renouillet, qu'il y a différentes échelles d'outils. Un PLH, c'est de la programmation. Et donc, le PLH ne va pas rentrer dans le détail de la qualité, effectivement, des logements produits. Par contre, il y a des réglementations très importantes qui existent. Vous êtes parfaitement au courant, et notamment la réglementation, la RE, ce qu'on appelle la RE 2020, qui, là, fixe des objectifs. Les logements dont vous parlez ont été construits il y a déjà au moins 5 ans, si ce n'est pas 8 ans. Donc, c'était je ne suis même pas sûre si c'était que ce soit la réglementation de 2012 qui s'appliquait alors. Par ailleurs, en général, dans ces opérations PSLA, ce n'est pas du tout une question d'échec quand les gens veulent parfois revenir. C'est que le gros intérêt aussi du PSLA, c'est que ça permet à des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'implique l'accession, les charges qu'ils vont avoir après, d'avoir une période qui peut aller jusqu'à 3 ans, pendant lesquelles ils vont être encore locataires, mais ils vont mettre de côté de l'argent pour pouvoir se constituer un apport personnel et pouvoir ensuite accéder et donc devenir propriétaire du logement. Dans 80% des cas, ça marche bien. Mais il y a toujours des cas où finalement, ça peut d'ailleurs être le résultat aussi d'un accident de la vie, c'est-à-dire des gens qui divorcent, qui perdent leur emploi. Il y a plein de choses malheureusement qui peuvent arriver et où donc la famille ne peut pas réaliser son accession. Et dans ce cas-là, elle demande effectivement à l'organisme qui avait réalisé le PSLA, en général des bailleurs sociaux, de redevenir locataire. Et ça, c'est une grande chance parce que c'est rare quand on est dans le... S'ils avaient cherché à acquérir dans le parc privé, ils auraient tout perdu. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, ils n'ont pas commencé à rembourser leurs prêts. La banque rachète à très bas prix et ils perdent déjà tout ce qu'ils ont payé en intérêt et ils perdent de l'argent sur le capital. Quand c'est du PSLA, il n'y a pas de perte. Il y a des garanties. C'est-à-dire les bailleurs sociaux apportent des garanties sur le niveau le prix de rachat, sur éventuellement le prix de revente. Et ils peuvent garantir un relogement. Et parfois même, la famille peut rester dans ce logement. Donc ça, tout dépend des conditions. Donc je pense que là, il peut y avoir de temps en temps éventuellement un logement vide, mais ce n'est pas parce qu'il y a un cas que vous connaissez que tout l'ensemble est un échec. Parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Merci. Peut-être aussi indiquer que sur Saint-Jean-de-Bray, nous avons un taux de vacances faible. Par rapport au taux métropolitain, 1,1 au niveau de la métropole, on est à 2, évidemment, sont des moyennes, mais quand on voit effectivement la pression au niveau des logements sur la commune, voilà, c'est plutôt finalement une bonne chose que nous n'ayons finalement pas énormément de logements vacants sur la commune. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc on va pouvoir du coup passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Merci. Madame Jallet, toujours donc sur une session de terrain. Alors là, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Puisque là, donc, il s'agit de propriétaires qui ont même sollicité la ville pour pouvoir acquérir une parcelle pour agrandir leur terrain. Donc, on se situe rue de la Saint-Auveneur. Donc, dans le dossier du conseil municipal, vous avez le plan. On est rue de la Saint-Auveneur et c'est la parcelle qui est juste à côté de chez eux. Ils voulaient donc agrandir leur propriété et avoir un jardin. Donc, le terrain, la commune l'avait parce qu'il y a, pour tout un tas de raisons, on a comme ça des bouts de terrain un peu partout. On n'y voyait pas un intérêt particulier. Donc, on a bien dit que dans l'acte de vente, que ce terrain, on ne pouvait pas construire, mais que c'était forcément un terrain à usage de jardin. Les domaines ont évalué. Et donc, la famille Marino a accepté la proposition de cession de cette parcelle qui représente 517 mètres carrés au prix de 25 000 €, c'est-à-dire 48 € du mètre carré, qui est donc le prix qui nous a été donné par les domaines. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession de cette parcelle, rue de la Saint-Auveneur, de 517 mètres carrés au profit de M. et Mme Marino, domiciliés 3 rue de la Saint-Auveneur, d'inscrire à l'acte de vente une restriction à usage de jardin
La possibilité de construire par contre une annexe d'une emprise au sol inférieure à 12 mètres carrés, c'est la règle du PLU, et d'autoriser l'élargissement de la rampe d'accès au sous-sol de la maison qui est située aux 3 rue de la Sante-au-Veneur. D'approuver le prix de cession de 25 000 € et d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la cession du dit immeuble. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Madame Jallet, toujours sur un échange de terrain. La 6. Donc là, c'est pour le centre technique municipal. Vous savez que notre centre technique est situé dans le périmètre des dépôts pétroliers d'Orléans, ce qui pose quand même un souci en cas, le jour où il y aura éventuellement, on espère bien que non, mais si jamais il y avait un jour un accident. Et donc, il était nécessaire d'avoir un accès par l'arrière. De toute façon, ce sera d'ailleurs très utile pour le CTM d'avoir un accès à la fois par l'avant et par l'arrière. Donc, pour réaliser cet accès, on avait là aussi déjà quelques terrains, mais pas suffisamment pour pouvoir réaliser une voie d'une largeur suffisante pour faire passer les différents engins du CTM. Et donc, on a proposé au consort Perdoux d'acquérir certaines parcelles. Et le plus simple, c'était de faire un échange, ce qui permet d'éviter en plus d'avoir une transaction financière, mais on fait un échange de parcelles. Donc, vous avez dans la délibération le détail des parcelles cédées par les consorts Perdoux et le détail des parcelles que la ville, justement, accepte d'acquérir. Enfin, ou accepte plutôt de leur céder. L'estimation de France Domaine, parce que là, on est en terrain agricole, s'élève à 5 € du mètre carré. Les terrains qui sont cédés en échange ont les mêmes caractéristiques, donc l'estimation est identique que ce soit ceux qu'on vend, enfin, il n'y a pas vraiment de vente, mais ceux qu'on échange. L'échange étant à superficie égale, il n'y a pas de soult. Donc c'est très bien, pour une fois c'est quelque chose de simple. Les frais par contre de géomètre et les frais de notaire, parce qu'il y en a toujours un peu, resteront à la charge de la commune. Et donc après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'approuver par l'acquisition par la commune des parcelles. Alors, je ne veux pas vous citer toutes celles, parce que vous les avez dans la délibération, mais donc d'approuver l'acquisition par la commune des parcelles cadastrées qui appartiennent au consort Perdoux, et d'approuver la cession en échange d'autres parcelles, les parcelles cadastrées section BD 1148, 1150, 1276, 1282 et 1284, d'une superficie totale de 93 mètres carrés, au profit cette fois des consorts Perdoux, et d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'échange des 10 immeubles. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Renelier? Merci Madame le maire. Quand je regarde, une fois que la transaction serait effectuée, nous nous retrouvons avec toute une parcelle qui est enclavée. Donc il y a, j'imagine, un passage pour accéder à cette parcelle nouvelle générée, ou un droit de passage sur les territoires de la commune. Est-ce que ce point a été regardé? Là, il s'agit de terrains agricoles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un droit de passage. Je ne sais pas si vous parlez de parcelles qui sont acquises par la commune ou qui sont acquises par les consorts Perdoux. Non, je pense que c'était là, ce qui est décrit sur le plan. Peut-être qu'il aurait fallu aussi préciser les autres parcelles acquises par la ville qui permettent effectivement, parce que en fait là, c'est ce qui manquait pour la connexion. Il y a déjà des parcelles qui sont... tout le reste est acquis par la commune. Donc c'est le bout qui manquait pour pouvoir après réaliser les travaux nécessaires pour créer une deuxième sortie. Voilà, c'est pas forcément dessiné là sur le plan. On pourra le transmettre. Il n'y a pas de difficulté pour que vous ayez en tout cas une visibilité plus précise d'où pourrait être effectivement la voie de sortie. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le point suivant, donc, en lieu et place de Monsieur Lavial, Madame Martin Chabert, donc, concernant l'accord cadre et les marchés subséquents, notamment sur les supports de communication de la ville. Oui, Madame le maire. Donc, nous imprimons régulièrement des documents, et en particulier Regard, qui paraît régulièrement et que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres. Il s'agissait de remettre les marchés qui étaient arrivés à échéance. Donc il s'agit là d'un accord, ce sont des marchés subséquents à bon de commande pour l'impression de documents, donc en particulier Regard, mais il y a aussi le programme par exemple de la saison culturelle, et puis divers supports de communication qui ne sont pas récurrents comme Regard ou la saison culturelle qui est annuelle. Qu'il est nécessaire aussi d'imprimer de temps en temps. Donc nous avons eu un certain nombre d'imprimeurs qui ont retiré des dossiers, 4 ou 5, mais finalement il n'y en a qu'un seul qui s'est présenté et qui a répondu au marché. Donc il est proposé effectivement d'accorder ce marché, qui est donc, comme c'est un accord cadre, il est pour 1 an, reconductible 3 fois de manière tacite, donc pour chaque année, et qui permettra donc l'impression non seulement de Regard, mais éventuellement d'un magazine complémentaire, et puis des prestations fixes que nous demandons régulièrement pour tout type, suivant les besoins. Le marché donc a été accordé puisque le résultat de la consultation a été positif par rapport au plafond que nous avions fixé. Donc il vous est proposé, vu le Code général des collectivités territoriales, de vous autoriser à signer l'accord cadre avec la société Prévost Offset qui est à Saran, sans montant minimum annuel et avec un montant maximum annuel fixé à 85 000 €. Sachant que les documents types qui ont été présentés étaient pour un ensemble, pour un panel de documents. La réponse de la société a été aux environs de 12 000 €. Donc, si on considère la périodicité de Regard, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a du coup des questions ou des remarques? Monsieur Lucius. Le maire, très rapidement, c'était juste pour rappeler que l'entreprise qui s'était positionnée avait eu le maximum de points sur chacun des critères quand même, à la fois sur la note méthodologique et la technique et les échantillons qui avaient été fournis. Donc certes, il n'y avait qu'une seule entreprise, mais voilà, elle avait à chaque fois rempli parfaitement l'ensemble des consignes qui avaient été demandées et avait eu l'ensemble des points, et notamment sur un critère auquel on compte beaucoup ici, c'est sur la question de l'insertion sociale et du volet environnemental. Là aussi, l'entreprise avait eu 10 points, puisque c'était 15% de la note finale. Elle avait obtenu les 10 points sur les 10 qui étaient mis en jeu. Merci de ce complément. Donc on va pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous avez donc pour information l'état des décisions. Et donc nous nous retrouvons, je retrouve la page, voilà, le vendredi 25 novembre à 18h. Voilà. Monsieur Renelier, il n'y a pas de questions diverses? Non. Je vous en prie. Sur la décision 2022-237 du 5 septembre 2022, qui sont justement les tarifs de l'ensemble de la direction éducation-famille. Je suis allé voir sur le site hier soir de Saint-Jean-de-Bray et ça ne correspond pas à cette décision. Est-ce normal ou est-ce que c'est une erreur qu'il faut corriger pour que les gens aient les bons tarifs? Dans tous les cas, ce sera fait. On va faire les vérifications nécessaires, mais à partir du moment où la décision est prise, effectivement, il faut qu'on puisse la communiquer. Donc, merci de cette veille et on fera le nécessaire pour rectifier. Eh bien, bonne soirée à toutes et tous.